Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Les Centrafricains sont allés voter en masse et avec fierté pour tourner la page de la transition et des années de violence intercommunautaire. Du retard, mais pas d'incident majeur ni de violence. On en parle dès le début de ce journal avec notre correspondant à Bangui, Anthony Fouchard. Une virulente mise en garde. Le président burundais menace d'utiliser la force contre des soldats de l'Union africaine s'ils étaient déployés au Burundi. Le pays s'enfonce dans la crise politique mais aussi économique. Vous verrez le reportage dans les campagnes où les agriculteurs sont à la peine. Un reportage de nos envoyés spéciaux Duncan Woodside et Mélanie Goubi. Et puis nous reviendrons sur les nouvelles révélations dans l'affaire Lamine Diack et la mise en cause d'un deuxième fils du Sénégalais, ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme. Cette affaire de corruption se mue en scandale politique au Sénégal. Qui va succéder à Catherine Samba-Panza? Il faudra être patient pour avoir les résultats de la présidentielle, mais aussi des législatives en Centrafrique. Le vote s'est en tous les cas déroulé dans la ferveur et dans le calme. Après 3 années de crise, les Centrafricains ont répondu présents massivement. Le vote se poursuit d'ailleurs, même dans certains bureaux. Du côté logistique, il y a eu du retard au démarrage dans de nombreux bureaux. On va en parler tout de suite avec notre correspondant à Bangui, Anthony Fouchard. Vous avez suivi ce processus tout au long de la journée. Est-ce que les Centrafricains ont pu voter partout dans le pays? Eh bien oui, la majorité des Centrafricains, sans entrave, partout dans le pays, ont pu voter. Il y a eu des retards au démarrage, vous l'avez dit. Certains bureaux de vote ont pris 1 à 2 heures de retard avant d'ouvrir. Le matériel électoral a eu du mal à être acheminé. Je vous propose d'écouter un observateur de l'OIF, le chef de mission de l'OIF qui est venu ici en Centrafrique pour observer ce processus électoral. Non seulement il y a des insuffisances sur le plan de la logistique, donc des mises en place du matériel électoral sur place, mais pire, c'est que le personnel électoral, les membres des bureaux de vote n'étaient pas suffisamment formés, puisqu'on a constaté que dans plusieurs bureaux de vote, le personnel n'a pas été en mesure de remplir correctement les procès-verbaux. Et rapidement, Anthony, un mot sur le déroulé du vote. Tout s'est passé dans le calme, pas de violence, contrairement au référendum. Un engouement extraordinaire. On a parcouru plusieurs bureaux de vote durant toute la journée. Il y a eu des files composées de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de personnes, comme dans le quartier musulman du PK5. Des gens qui voulaient aller voter, qui attendaient, qui ont fait la queue depuis 5 heures ce matin pour certains. Et à cause de cet engouement, l'autorité nationale des élections a été obligée de prolonger un petit peu la durée de ce scrutin. C'est-à-dire que les électeurs qui ont fait la queue toute la journée et qui n'ont pas eu le temps de voter à la fermeture des bureaux qui était prévue à 18 h, ont été enfermés dans les bureaux de vote et vont continuer à pouvoir voter sur ce début de soirée avant le dépouillement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Anthony Fouchard en direct de Bangui. Et on a voté également avec ferveur dans les camps de réfugiés à l'extérieur de la Centrafrique, comme ici au Cameroun. Ils étaient près de 12 000 à se rendre aux urnes dans un bureau de vote situé à Garoua-Boulaye, dans l'est du Cameroun. Des électeurs ici aussi donc très enthousiastes. On en vient à cette déclaration qui sonne comme une mise en garde et une menace à l'intention de l'Union africaine. Alors que l'envoi d'une mission de prévention et de protection est à l'étude, le président burundais, qui a déjà rejeté cette éventualité, prévient qu'il s'y opposerait même par la force. Écoutez. La résolution prise par l'ONU ne confirme pas le déploiement de troupes au Burundi et on ne peut pas déployer de troupes au Burundi dans un pays sans le consentement du Conseil de sécurité. Cette résolution dit que la communauté internationale doit respecter l'indépendance du Burundi et ses frontières. Tout le monde doit donc respecter les frontières du Burundi. S'ils viennent en violation de cette résolution, ils auront attaqué le Burundi et chaque Burundais va se lever pour le combattre. Le pays sera alors attaqué et nous allons les combattre. Un document RFI, le président burundais lors d'une conférence de presse à Gitega dans le centre du pays. La crise au Burundi qui touche le pays depuis 8 mois, née du 3e mandat de Pierre Nkurunziza, a des impacts sur la vie économique de ce pays pauvre d'Afrique des Grands Lacs, même si c'est surtout la capitale qui est touchée par les violences. Dans les campagnes, les activités tournent au ralenti. Un reportage de Duncan Woodside, Mélanie Goubi avec Salim Abelhadj. Des fermiers qui labourent leurs champs, une scène familière au Burundi. Nous sommes à Abugarama, un village reculé à plus de 40 km au nord de Bujumbura. Pourtant, la crise qui sévit dans la capitale depuis 8 mois n'a pas épargné les villageois.
À cause de l'insécurité, on peut descendre les marchandises à Bujumbura, mais souvent on revient sans avoir vendu quoi que ce soit. Les violences ont poussé plus de 200 000 personnes à l'exil. Le pouvoir d'achat s'est effondré. Les agriculteurs qui forment les 3/4 de la population du pays sont sévèrement touchés. La vie va mal. Nous n'avons pas les moyens d'acheter du sel et de l'huile. Et à cause de la nourriture qui est mal préparée, les gens tombent malades. Pour les vendeurs aussi, la vie est difficile. Le prix des transports grimpe et la circulation est désormais restreinte. Nous sommes touchés par ce qui se passe à Bujumbura. Avant, il y avait des gens qui venaient acheter de la nourriture et maintenant, il n'y a plus personne. Ils ont peur. Dans la capitale, bars et boîtes de nuit constituaient un moteur important de l'économie. Janvier possède une discothèque qui restait ouverte jusqu'à l'aube. Tu vois, ici, le quartier Buisan, il y avait beaucoup d'ambiance. Mais pour le moment, à 20h, tout le monde s'enferme dans la maison. On n'a pas besoin même d'allumer la radio parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir danser. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance négative de moins 7% pour cette année 2015 au Burundi. Une situation qui pourrait s'aggraver encore l'an prochain si la crise n'est pas résolue. L'actualité en bref dans le reste du continent. On connaît la date de la présidentielle au Congo-Brazzaville. Ce sera le 20 mars prochain. Denis Sassou Nguesso devrait briguer un 3e mandat consécutif après avoir fait modifier la constitution par référendum en octobre dernier. Une présidentielle qui aura donc lieu plusieurs mois avant la date prévue. Reste à voir la réaction de l'opposition qui avait majoritairement boycotté le référendum. Au Mali, l'état d'urgence décrété après l'attaque du 20 novembre contre le Radisson est prorogé au moins jusqu'au 31 mars. Une décision prise en raison de menaces graves persistant sur la sécurité des personnes et des biens, selon un communiqué du gouvernement. Et puis au Nigeria, le président se dit prêt à négocier avec Boko Haram pour obtenir la libération des lycéennes de Chibok enlevées l'an dernier. Dans cette interview télévisée, Muhammadu Buhari indique par ailleurs avoir des documents prouvant des détournements de fonds massifs dans le secteur du pétrole. On va continuer à parler de corruption. L'affaire Lamine Diack devient une affaire de famille. Un premier fils du Sénégalais, ex-patron de la Fédération internationale d'athlétisme, avait déjà été mis en cause. Eh bien, c'est le tour d'un deuxième fils mis en cause dans cette vaste affaire d'extorsion de fonds. Ils sont accusés d'avoir couvert des cas de dopage en échange d'argent. Une affaire qui fait du bruit, évidemment, au Sénégal, où elle a des implications politiques. Sarah Sako. Cette affaire Lamine Diack continue de faire les gros titres de la presse ici au Sénégal, comme vous pouvez le constater sur ces journaux et notamment sur cette page de l'Observateur qui publie en fait l'article du journal français L'Équipe qui révèle donc l'implication de Khalil, fils de Lamine Diack, dans une affaire de chantage en Turquie. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ce énième rebondissement n'est pas de nature à calmer la polémique qui enfle ici depuis la mi-décembre, depuis les confessions de Lamine Diack, révélé par le journal français Le Monde, confession puisque l'ancien président de l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme, reconnaît avoir couvert des athlètes russes soupçonnés de dopage moyennant de l'argent, argent qu'il a utilisé pour financer les campagnes de l'opposition ici au Sénégal en 2009 et en 2012. Alors Lamine Diack ne cite à aucun moment des noms dans cette affaire de financement d'argent sale, mais il n'en fallait pas plus à l'opposition, à savoir donc le PDS de Maître Abdoulaye Wade, ancien chef de l'État, pour s'en prendre au pouvoir en place et accuser l'actuel président Macky Sall donc d'avoir bénéficié de cet argent sale. Alors l'affaire a fait grand bruit ici malgré le démenti de Lamine Diack directement, de Moscou et bien sûr de l'État sénégalais, et un député du PDS, Oumar Sarr, a même été arrêté pour diffusion de fausses nouvelles. Ce qui est certain, c'est que la presse sénégalaise et aussi donc les curieux attendront donc les avancées de l'enquête française avec impatience. C'est une affaire que l'on suivra certainement en 2016. Sarah Sako à Dakar. Et on va se quitter en musique et en mouvement, surtout avec les Ghetto Kids, ces jeunes prodiges ougandais qui enflamment la toile à chacune de leurs vidéos. Restez sur France 24, l'info continue dans un instant.